Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Coach QC avec la reprise des podcasts après un mois de vacances. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mustapha de Thionville. Mustapha, salut. Salut Clément. Merci d'être présent et d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Euh, donc une petite présentation que je me permets de faire pour les auditeurs. Mustapha, on s'est parlé la première fois en décembre 2024. Ouais, c'est ça. Je crois, hein, si je me trompe Ouais, pas. c'est ça. Et on travaille maintenant ensemble depuis à peu près presque 6 mois environ. Mi-janvier, ouais. Ouais, donc ouais, presque 6 mois. Où donc en fait, je t'accompagne sur du coaching, sur de l'entraînement, sur la nutrition. Et j'ai souhaité t'interviewer, Mustapha, parce que je trouve que tu es exemplaire dans ta façon de t'entraîner. Euh, je te l'ai déjà dit, mais je le dis aussi publiquement via ce podcast. Je coach des gens, j'ai coaché beaucoup de gens dans ma vie, beaucoup que je vois toujours physiquement de façon hebdomadaire. Nous, on se voit en ligne puisque tu n'es pas présent ici en Suisse. Et je peux dire aujourd'hui de façon objective que tu es le client qui a eu le plus de résultats, euh, en- alors à la fois en termes de temps et en termes de résultats à proprement parler. euh, Par rapport à tes objectifs. Chacun a des Ouais. objectifs différents. En tout cas, pour les tiens, je trouve que tu les as atteints de façon très rapide. Pour une raison simple, à mon avis, c'est que tu fais preuve de beaucoup de constance, tu es structuré dans ton entraînement et tu t'entraînes aussi de façon intelligente. Voilà, et tu appliques surtout les conseils, ce qui est des fois pas toujours le cas. Voilà. Mais pour terminer cette petite introduction, je dirais que très souvent dans le coaching, malheureusement, les clients s'appuient trop sur le coach et finissent par s'endormir sur le coach, si je peux utiliser cette image. Alors que toi, tu fais exactement ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire utiliser les connaissances, les compétences d'un coach, les approprier et les appliquer euh, pour ton bien. Mais ça demande un investissement personnel de la part du client, souvent, qui est fait de façon pas toujours trop poussée, on va dire. Tandis que toi, j'étais très surpris et très, très content de voir que c'est ce que tu as fait avec le temps et bah, les résultats, dès qu'on applique ce schéma, les résultats sont présents très rapidement. Donc voilà. Bravo en tout cas pour ce parcours depuis les 6 derniers mois. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Merci, hein. En tant que Ouais. coach, c'est plaisant de voir que quelqu'un applique et atteint ses objectifs. C'est aussi pour ça que je pense que tous les coachs font ce travail, en tout cas pour la plupart. Donc, je te laisse te présenter pour les auditeurs, un petit peu nous dire ton parcours en termes de santé, d'activité physique, et puis qu'est-ce qui t'a amené à notre rencontre. Et après, on parlera un petit peu des points qui ont changé un petit peu ta vie ces dernières années. Voilà. Ok. Bon, ben, je me présente, hein, vite fait. Mustapha, j'ai 48 ans. Je travaille en sidérurgie. Après, bon, je constate à partir de 35 ans que je commence à prendre du poids alors que je suis plutôt longiligne et grand. J'ai jamais eu de problème de poids. J'ai pu faire un peu, on va dire, les deux, quoi. Être sérieux la semaine, faire la bringue le week-end. J'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours su rebondir. Toujours des grosses facilités là-dessus. Et puis à 35 ans, les ennuis commencent un petit peu. Je constate que ma tension, elle augmente légèrement avec le temps. 13,8, j'étais toujours à 12,8, je suis passé à 13,8. Et puis à l'approche des 40 ans, je suis passé à 14,6, 14,8. Et là, je commence à m'inquiéter, quoi. J'essaie de comprendre si ça vient plutôt, si c'est héréditaire ou plus ma santé qui commence à vaciller, je sais pas trop. Bon, après, je m'inquiète encore pas trop. Et puis après, le poids, je peux le voir réellement, hein. Vraiment,
sur un grand fin, le bide, c'est voyant, hein. Et du coup, après, j'essaye de me remettre bien. Je fais de la course à pied. Je cours même en club. Et j'arrive pas à passer 3 mois sur une prépa. À chaque fois, je suis ennuyé avec un genou, quoi, le genou droit. C'est toujours le même qui m'ennuie, quoi, et je comprends pas pourquoi. Puis un jour, je commence à comprendre que la nutrition elle y est pour quelque chose. Et donc en 2021, je commence à pas faire vraiment un régime, mais j'adopte une alimentation, le 16-8 en fait, c'est un jeûne intermittent. Et ce qui me permet d'éviter de grignoter, d'aller manger des chocolats, des tablettes de chocolat devant la télé le soir. Et je commence à perdre du poids, je commence à être bien, mais à chaque fois, toujours les ennuis de santé, le genou, fin de prépa, toujours 4-5 mois, j'arrive pas à finir, j'arrive pas à faire 2 sessions d'affilée de préparation en running. Pourquoi, Et puis, excuse-moi de te couper, ouais. pourquoi est-ce que tu as choisi le running au départ pour cette remise en forme? En fait, moi, l'endurance, j'en ai toujours fait depuis petit, parce que j'ai grandi à la campagne et comme on n'avait rien dans le village, on faisait du vélo. Ok. Et donc, on allait dans les villages d'à côté, jouer, faire des tournois de basket, etc., des choses comme ça. Donc, à 13 ans, on faisait déjà des 50 kilomètres par jour aller-retour, plus des après-midi enchaîner 3-4 matchs de basket, des matchs de foot. Et franchement, l'endurance, j'ai jamais eu besoin de travailler ça. Et ça a toujours marché, quoi. Quand on faisait des courses entre copains pour rentrer, on regardait le Tour de France, donc on jouait un peu à ça. Et franchement, j'accrochais même les meilleurs. Donc, par contre, en puissance, ouais, j'ai toujours eu des lacunes, mais ma technique à moi, c'était de toujours suivre. Et après, dans le temps, je récupérais, j'arrivais à coller. Ok. Donc, j'ai jamais eu besoin de travailler mon endurance, car j'ai toujours été bon là-dessus. Et le running, bah, ça coule de source. Qu'en fait, à l'école, j'ai toujours été bien placé. Hmm. Et du coup, je me cache derrière ça pour dire que j'ai un côté sportif, quoi. Et Donc, c'était plus une facilité pour toi d'aller vers ce genre de sport que d'adhérer à une mode qui est la mode du running depuis un certain temps maintenant. ouais, quand il y a eu la mode, non, j'ai toujours été endurant bien avant, mais c'est vrai, quand il y a eu la mode du running, je sais pas, il y a 5-6 ans, j'ai décidé de me remettre et de me dire, bah là, c'était le sport en vogue, hein, et puis c'est là que je décide de m'inscrire à un club ici à Thionville et de me dire, peut-être que le souci de genou que j'avais quand je cours trop longtemps, des fois, bah, c'est peut-être une manière de courir qu'il faut que j'adapte ou des entraînements. Et en fait, ça n'a rien changé à ça. Et pour finir, je pense réellement que c'est l'alimentation qui est derrière ça. Ok. Donc là, tu as commencé ce jeûne et ça a modifié certaines. Ça a bien amélioré, ouais. Et après, sur la géométrie, je suis passé en minimaliste. Tu sais, Mhm. les chaussures à orteils. Oui. Et là, j'ai plus de problème aux genoux, quoi, en fait. J'ai Ok. eu beaucoup de courbatures au début au niveau des mollets. J'ai mis au moins 3 mois pour pouvoir courir avec ça. Hyper compliqué. Maintenant, je marche avec ça, je fais mes randos avec ça. Et j'ai même pas besoin de me préparer. Là, ce dimanche, là, on a fait 29 kilomètres en marchant. Pas un souci, rien du tout. Ok. Parfait. Et donc tu fais ces changements donc 2021 jusqu'à le jeûne intermittent. Tu gardes ça jusqu'à quand? Je fais ça, on va dire. En fait, quand je fais ça, c'est pas, c'est des périodes, en fait. Tu vois, par exemple, je vais commencer début janvier. Moi, je me donne une date. Je me dis cette année, on va se remettre et machin, mais ça dure 3 mois. Et puis quand vient le printemps, ben, les barbecues et tout ça, bon, on se relâche un peu, etc. Puis septembre, après, on se remet. Ou alors quand il y a une course en vue ou quoi, ben, j'arrive à me tenir 3 mois. Mais ça marche jamais bien plus longtemps. Ok. Parce qu'en fait, c'est là que je découvre après qu'il y a des addictions quelque part, qu'il faut commencer à combattre et que si j'arrive pas à le faire, bah, je tiendrai jamais plus de 3 mois dans une alimentation qui me convient. Donc quand tu parles d'addiction, tu fais référence à quoi? Bah, c'est compliqué au départ parce que je me dis,
t'es un fêtard, t'es un gros mangeur. Le week-end, les pistaches, les salés, la petite bière qui va bien. Ici en Lorraine, bon, la bière, c'est, tu vas bricoler chez un pote ou quoi, ou t'invites quelqu'un, bah, la seule chose que tu proposes, c'est une bière, quoi. Et puis, bon, la bière, en fait, tu regardes, tous les week-ends, tu te dis, ouais, ça fait partie du truc. Et puis, en mangeant un ou deux verres de vin, et en fait, j'ai ce ventre, comme on dit ici, ce ventre à bière, quoi. Tu vois, ce gras, et sur un grand fin comme moi, bah, ça se voit beaucoup. Et puis, il commence à être gros, ce ventre, parce qu'il y a au moins 10 kilos de gras et je me dis maintenant, et à chaque fois que j'adopte une alimentation sérieuse, j'arrive à perdre ce gras en courant, mais je dépéris, quoi. Tout le monde me dit, tac, et si t'arrives, Mousse, là, ça va pas du tout. Puis je perds 10, 12, 15 kilos, hein. Hmm. Mais il reste plus rien de moi, hein. J'ai des creux là, et quand j'arrête mon alimentation, ben, je retrouve un peu de fesses, machin, mais ce ventre, il revient tout de suite. Ok. Et donc, du coup, ça m'ennuie. Donc, je suis pas bien quand je suis trop mince et je suis pas bien dans mon état normal à cause de ce bide. Et Hmm. en plus, le dos, et avec le dos, je souffre. Et je sais qu'avec c'est ce bide qui tire ma colonne en avant qui me perturbe beaucoup. Hmm. Du coup, je trouve pas comment trouver un juste milieu pour rester uniforme continuellement. Donc Donc, j'ai juste, des craquages qu'en fait, si tu veux, en fin de prépa. Bah, après, tu te relâches, tu manges donc quand tu parles d'addiction, tu fais référence à quoi? À l'alcool, au sucre? plus, voilà, bah, au départ, je me suis dit, je vais combattre l'alcool parce que ça vient de là. Et, en réduisant énormément l'alcool, je m'aperçois que c'est pas ça. Ok. Et en fait, je crois que je compense même avec du sucre parce que j'ai jamais été un gros mangeur de pâtisserie. Mais quand alors si je me dis le week-end maintenant c'est carré, plus trop d'alcool, alors je m'autorise une bière ou des choses comme ça. Bah alors quand je vais manger, il me faudra une pâtisserie derrière, des éclairs ou des choses comme ça. C'est bizarre hein, comme truc, hein. Hmm. Ouais, Et je crois que c'est en 2023 que je commence à comprendre que le cerveau il est très malin et qui se dit je veux ma part du glucide et je comprends en 2023 que l'alcool c'est des glucides quoi, en fait cachés quoi, en fait. Donc du hmm. coup je pensais pas être un consommateur de glucides mais j'en suis un gros. Ok. Et donc à ce moment-là, 2023, tu prends conscience de ça. Ouais, et je découvre une chaîne qui s'appelle Sequoia Santé. Ouais. On dit bonjour au docteur Boris Dufournet. Ouais, exactement. Et qui présente bien la chose et très intéressante, pertinente. Ces vidéos, elles sont bien expliquées. Et là, je crois que je regarde quasiment tout en quelques mois, quoi. Et là, je commence à comprendre beaucoup de choses, mais j'ai du mal à mettre ça en place parce que c'est beaucoup de boulot et je mange. Après, je m'y suis mis, hein. Je me suis acheté un autocuiseur. Et je suis parti là-dedans et je m'achetais, bon, comme j'ai pas trop le temps, je m'achetais des surgelés de légumes. Ouais. Et donc, je calculais mes portions avec une application sur Internet. Donc, ce que lui déconseille d'ailleurs, hein. Et donc, la protéine, matière grasse et les faibles glucides, c'est là que j'essaye de rentrer dans un truc de 50 grammes de glucides. Ok. Et là, je fais des calculs savants et c'est compliqué. Je découvre aussi la chaîne de David Delorme-Vert, Mhm. qui fait des belles présentations, des belles assiettes et qui est plutôt aussi en cétogène, low carb. Et du coup, j'essaye un peu de tout, quoi. Et c'est vrai qu'en réduisant les glucides, avec la course à pied, je perds une vitesse. Mais par contre, j'ai dépéri, quoi. Je perds des joues, j'ai vraiment, y en a qui s'inquiètent même pour moi, qui disent, ah, ça fait quand Parce même qu'à beaucoup, ce t'arrives à moment-là, donc, 72 tu kilos. continues la course à pied, Je continue la course à pied en parallèle, ouais. Ouais, ouais. mais est-ce que la réduction de glucides à moins de 50 grammes par jour, tu la compenses avec une augmentation des lipides? Ben voilà, c'est ça, c'est À ce compliqué. moment-là, à ce moment-là. À ce moment-là, je fais très mal les choses. Je fais très mal les choses et même qu'à un moment, je mange même pas assez de protéines, je pense. Parce qu'à un moment donné, 300 grammes,
J'étais à 300. Ouais, quand je découvre Sequoia Santé, j'essaie de me mettre plus. Je réduis un peu mes légumes et j'essaye de manger plus de viande pour rééquilibrer un peu cette assiette. Et à 300 grammes de viande par jour, je suis Pour, saturé, hein. pour un poids total de... J'étais à 72 kilos à un moment donné, Ok. dans mon poids de forme en running, on va dire. Et je continuais même à perdre. Mais en fait, je mangeais pas assez de protéines. Ouais. C'est à peu près à la Donc, moitié de ce qu'il t'aurait fallu, ouais, grosso ouais, modo. ouais, parce que, ouais, c'est ça. Exactement ça. Et ces légumes, là, ils me prennent beaucoup de place, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai compris ça, je commence à réduire tous ces légumes, Est-ce que toutes tu as ces des portions. problèmes? Est-ce que tu as des problèmes avec les légumes éventuellement de gastro-intestinaux ou Non, aucun problème. pas de problème? Par contre, j'ai toujours eu ce ventre ballonné, ce léger ballonnement, mais j'ai jamais eu de douleur au ventre. Et Ok. j'ai jamais été vraiment bien, quoi, après avoir mangé. Donc, tu as toujours besoin de 2, 3 heures pour vraiment dire maintenant je peux aller courir ou des choses comme ça. Tu es obligé de laisser 2, 3 heures entre. Ok. C'est jamais bien. Et c'est vrai que les fibres, on dit toujours que c'est bien. J'avais toujours entendu ça. Et je crois que c'est grâce à Sequoia Santé. Et puis je découvre aussi la chaîne d'Ulrich Denison. Mhm. Je crois que c'est fin 2023 que Passe j'entends. aussi le bonjour à Elric. Ouais, exact. Ouais. Et il fait aussi des podcasts super intéressants, Ouais. un peu différents de Sequoia Santé. Et j'ai essayé de mixer les deux, quoi. Après, je Ok. savais que la vérité, elle était par là. Et puis, j'ai commencé fin 2024 en novembre, mais là j'ai dit on chasse les fibres, ça prend trop de place. Je commence à comprendre que c'est à cause des fibres que je mange pas assez de protéines et qui donc et j'ai même pas ma ration de gras à côté, quoi. Donc j'ai un gros déséquilibre là-dessus. Mais je sais que ça fonctionne parce que je perds du poids et tout ça. Mais par contre, quand je suis plus en prépa, que je cours plus, que j'ai pas, que je sors de cette alimentation, mais je reprends tout de suite mes kilos. Je Donc fais un c'est pas yo-yo. Je commence à jouer à un jeu une dangereux. alimentation que tu arrives, en fait, tu la prends juste pour tes prépas, mais c'est pas quelque chose que tu T'arrives gardes. pas à tenir dans le temps. Ok. À quoi Parce c'est dû que, à ta vie? bah, tu sais, quand tu viens le moment du printemps avec les amis, bah, quand tu commences un barbecue, bah, tu reprends une bière, après tu essayes de limiter, mais après t'as les pâtisseries à côté. T'as toujours quelque chose de mauvais, quoi, en fait. Est-ce que c'est le côté addictif qui revient en fond ou est-ce que c'est le Ouais. côté social ou les deux? Je pense que c'est les deux, hein. Hmm. En fait, t'en as besoin, hein. Sociétalement, tu te dis, bah, je peux pas m'en passer. Ça fait partie du truc. Je vais pas arrêter ça. Mais quand je repars en prépa, c'est carré. Mais Hmm. tu peux pas vivre comme ça, c'est pas possible parce que je joue à un jeu dangereux parce que je prends 10 à 15 kilos et je peux perdre 10 à 15 kilos en très peu de temps. Ouais, Et je donc me dis c'est là, ouais, et là je commence à jouer à un jeu dangereux parce que je comprends que je remange plus de sucre après derrière. hmm. Et là je me dis Mousse, va falloir équilibrer tout ça ou alors tu vas finir vraiment, tu vas mal finir quoi, parce que tu tu Lorsque tu vas tu craquer pour de reprends, bon. quand tu as ces phases de reprise de poids, est-ce que tu reprends un peu plus que la fois d'avant? Ou c'est assez similaire et stable. Ah, je dirais que ça c'est assez similaire. Ok. Je dirais que c'est assez similaire. Mais par contre, quand je me dis, bon ben, tu vois, par exemple, on va laisser passer le printemps. Après, t'es juillet, août, tu te dis, bon, en août, on va reprendre gentiment. Septembre, on reprend une prépa. Et fin septembre, début octobre, on refait une course. Par contre, après, c'est compliqué. Parce qu'après, au fur et à mesure des années, bah, septembre, t'arrives pas à reprendre. Donc, tu reprends une semaine, tu recraques. Et puis, fin septembre, t'es toujours pas prêt. Comme là, cette année, enfin, en 2024, j'ai fait une fracture de fatigue en juin. Ok. C'était lors de ma deuxième prépa. Je pense que j'étais pas encore équilibré. C'est là que j'ai compris que c'était peut-être à cause des fibres. Et j'ai eu 3 mois d'arrêt pleinement. Et j'avais dit bon, c'est pas grave. Septembre, je reprends ma prépa pour faire une course en octobre. Et là, j'arrivais plus. Là, j'arrivais plus à reprendre. Septembre, j'avais pas envie de courir. Je montais pas sur la balance parce que je savais que j'avais repris du poids. Mais par contre, j'avais un goût pour le sucre là.
Là, je mangeais ici en Lorraine, on a des tartes au fromage chez Leclerc là qui sont pas mal, qui sont vraiment très bonnes et je me soignais à ça quoi. Tous les 2 jours, je me prenais une part quand j'allais faire mes courses. Comme je suis pas loin de la grande surface, j'y vais tous les 2 jours avec mon cabas et puis je fais mes courses à pied quoi là-bas. Et donc tous les 2 jours, je me mangeais une tarte et ça passait bien comme ça, mais je buvais pas. Mais l'alcool, par contre, c'était zéro quoi. Donc, mais c'est là que je dis, il y a quand même quelque chose de compliqué parce que je suis en train de compenser. Mhm. J'arrête un truc, je pensais que c'était le problème, l'alcool, et que ça allait tout, et que tout allait rentrer dans l'ordre, et en fait non. Et du coup, le cerveau, il compense que par le sucre. Et j'arrive pas à arrêter ces fameux stars. Donc là, juste pour reprendre la chronologie, donc tu prends conscience de la problématique du sucre si je dis pas de bêtises, en 2021 ou 2022. En 2022, ouais, par Ok. parcimonie, des périodes Donc de 2 à 3 mois. en 2024, Ouais, 2 ans plus tard, ouais, le problème d'addiction, malgré la prise de conscience, est toujours présent. ouais, ah ouais, ouais, ouais. Très Donc, compliqué. je dis ça parce que j'avais interviewé sur la chaîne, alors c'est en anglais, Beaton Johnson, qui est une des expertes en addiction au sucre au niveau international. Elle est suédoise et elle intervient dans pas mal de formations. Euh, et en fait, elle disait que l'addiction au sucre, pour quelqu'un qui était sevré complètement, c'était entre 8 mois et, de mémoire, je crois que c'était 16 mois. Donc c'était relativement long. Quelqu'un qui était en sevrage total, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, ce qui est pas Donc bon, quoi. voilà. Et elle disait surtout, elle avait dit durant le podcast deux choses qui étaient très intéressantes. C'était que une addiction venait toujours avec une autre addiction en général. C'est très fréquent qu'il y ait deux addictions, une double addiction. Et dès lors, D'accord. effectivement, que tu arrêtes une, tu as une surcompensation de l'autre. Donc c'est ce que tu décris dans ton Ah cas. ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est Euh, ça. voilà. Ouais. Et puis, donc c'était juste pour faire un écho à ce que tu disais. Mais donc là, 2024, donc septembre, octobre, tu es dans ce moment-là où tu vois que tu te bagarres un petit peu avec cette addiction, plus de motivation vraiment pour le sport. Ouais, 2023, en fait, milieu de 2023, je réalise ça parce que je commence un régime cétogène en janvier 2023 que je fais très bien jusqu'à avril, mais sans alcool, sans glucides, mais nickel. Hmm. Je pars en vacances, je crois qu'on part avec le club de voile et puis on va dans le sud. Puis bien sûr, le soir, apéro. Ah, tu te dis, bon allez, c'est des vacances. Et tu reprends une bière, bon, tranquille. Mais bon, bungalow, j'avais pris mes sardines avec, mes salades, mon huile d'olive, etc. 2 jours après, j'allais au petit commerce d'à côté, au petit market truc, et puis commençais à m'acheter des petits croissants le matin, et au bout d'une semaine, c'était fini, quoi. Donc je suis rentré, j'étais un peu déçu, et je dis bon, ben c'est pas grave. J'ai fait 4 mois parfaits. Et pas de bobo en course à pied, rien du tout. Et je me dis, je tiens quelque chose là. Ok, Mais je dis, par contre, chez moi, il faut pas que je fasse d'écart. Et je dis, c'est pas grave. On va reprendre après, mais j'ai toujours besoin d'un temps pour me préparer là-dessus. ok. Tu vois, je peux pas dire demain, tu vois, je rentre de vacances, je repars en cétogène. Non, l'addiction est tellement forte après au sucre que, tu vois, je reste en réflexion. Mais je continue, tu vois, à prendre une bière de temps en temps, du sucre en parallèle. Et j'ai besoin de quelques mois pour trouver la prochaine démarche par laquelle commencer. Et là, je dis, bon, janvier 2024, ce sera zéro alcool. Et là, quoi qu'il arrive. Donc, les amis, prendront bien, je pense. Qu'ils le prennent bien ou pas, c'est plus mon problème. Donc, ce sera zéro alcool. Et je m'y tiens, quoi, en fait. Donc tout le monde est choqué, tout le monde se dit Ouah, le gros mangeur, le gros fêtard que je suis. Et en fait, plus de bobos, plus rien, tout commence à rentrer dans l'ordre. Et donc, par contre, compensation par le sucre. Et là, janvier, mais vraiment,
Ce que je te disais tout à l'heure, c'est ah, ma fracture de fatigue, pardon, en juin 2024. Donc j'ai fait 6 mois de prépa en running. J'ai fait ma première qui s'est bien passée au mois de mars. Et je refais une deuxième prépa pour refaire une course au mois de juin. Et à 2 semaines de la course, j'ai la fracture de fatigue et ça lâche. Mais Ok. j'étais à 72 kilos. J'étais hyper affûté, peut-être trop puissant sur mes jambes, et où il y a quelque chose qui a lâché, quoi. Fatalement, j'avais une telle énergie. Et en plus, je compensais par des glucides encore à côté le week-end. C'est ça qui était encore bizarre. Ah non, je compensais pas par des glucides, pardon. C'est suite à ma fracture de fatigue que je me suis remis à consommer des glucides. Voilà, un peu compliqué mon truc là. Ouais, quand il m'a annoncé mon médecin traitant la fracture de fatigue, bah là après tu prends un coup. Là tu prends un gros coup. Donc là tu sors de l'alimentation là et puis et là tu reprends. J'ai repris 15 kilos. J'ai repris 15 kilos jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre et ouais. Donc ça fait combien de mois entre la fracture et les 15 kilos? Donc de juin, donc mi-juin, on va dire, donc mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre, 5 mois. En 5 mois, je prends 15 kilos. Ah, c'est rapide, hein. Ouais. Et j'avais dit que je m'arrêterais seulement 3 mois. Donc profite bien, machin et tout ça. Septembre, j'étais une loque, hein. Enfin, j'avais bien repris, je pense, une bonne douzaine de kilos et j'arrivais pas à sortir du truc. Donc Et en là, fait, après, ouais, pour soulever un point qui me paraît important, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens vivent, c'est que moi je l'ai vécu aussi à une époque, je pourrais faire une parenthèse, mais je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans ce point-là, c'est que il y a une espèce de, pas dire de négligence, mais de complaisance avec soi-même, et on va sortir de cette complaisance dès lors qu'on a un objectif. Ça veut dire, ouais, là, je exact. m'amuse, je prends du plaisir, je mange, en sachant en fond que peut-être on fait des excès, mais C'est qu'on ça. compensera ces excès dans le futur parce que je vais m'inscrire à une course ou je vais me remettre un objectif dans 3 mois. Donc là, j'en profite. Ouais, Mais il y a toujours cet aller-retour entre j'en profite, je suis dans un extrême ou un excès, ça dépend, ouais, et je vais récompenser cet extrême ou cet excès par un autre, c'est exactement ça. l'attitude Ouais. inverse en fait. Donc c'est un peu des phénomènes de compensation qu'on s'impose, alors qu'en fait, il serait tellement plus simple d'avoir finalement un équilibre constant. Et c'est cet équilibre-là, je pense, qui est difficile Qu'on, ouais. à trouver pour beaucoup de gens. Euh, et donc toi, tu arrives donc novembre 2024. 24. Et là, comme j'avais bien suivi la chaîne de Sequoia Santé Ouais, avec la chaîne de Ulrich Denison, ok, je me suis dit, moi, euh, je vais faire un mix. J'ai bien aimé ce que disait Ulrich Denison parce que rester en mode alimentation 100% viande, c'est compliqué pour moi parce qu'à un moment donné, ça fait trop de viande. Et je dis, mhm, comme j'adore le fromage, je me suis dit, je vais mettre un peu de fromage dedans. J'adore ça. ouais, Par contre, plus de fibres, hein, ce sera plus du cétogène. Je sais que je vais partir sur une alimentation viande à base de viande à 90%, 85%, et on va essayer de jongler avec du fromage et des choses comme ça, quoi. ok, Et, donc, par contre, je remarque, donc je démarre avec ça donc en novembre 2024. Donc ça fait attention, ça fait 10 mois que je bois plus d'alcool, hein. ok. Et là, je remarque une sensation, même pas 15 jours, une sensation d'énergie qui revient, mais top. Je reprends après la course à pied tranquille. Bon, c'est l'hiver. Et donc je me remets à courir, mais vraiment tranquille, hein, le temps de reprendre et tout ça. Pas à cause de la blessure. Et puis j'essaye de me trouver un objectif pour l'année d'après parce que je fonctionne comme ça. Et puis on commence à avoir des trails sur plusieurs jours.
Et je me dis, tiens, c'est sympa ça, ce petit sac à dos. Et puis on voit maintenant le matos avec, je sais pas, 600 grammes de ci, de ça, t'as même pas 2 kilos ou 3 kilos sur toi. Et tu pars faire 60-70 kilomètres sur un week-end ou sur 3-4 jours. Et, et je me dis, il y a un truc à creuser là-dessous, ça me plaît bien, ça. Et puis, à un moment donné, je vois un podcast, justement, avec toi et Ulrich, Mhm. où tu avais abordé un sujet, sur la course à pied qui m'a vachement alerté. Et puis, je me suis pas associé là-dessus, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut dire, parce que tu parlais alors déjà, tu as un capital héréditaire, de par le parcours sportif de tes parents, qui est exceptionnel. Je sais plus, le record, de ton papa au marathon qui était, Ouais, de 2h10 et moi non, qui fais je savais pas que dans 2h, 2h13, il avait fait 1,04 2 heures, voilà. sur semi aussi. Et, Donc moi merci. qui faisais de la course à pied, j'entends ça, je dis ah ouais, il a un papa comme ça, vache. Puis une maman qui faisait aussi du 3000 ou Près du 800 mètres. donc, je me dis bon, il sait de quoi il parle au niveau running, endurance. Et puis t'étais complètement, contre l'endurance et tu favorisais, donc, enfin la prise de muscle ou comment tu disais, À ce qui me- travailler contre la sarcopénie. la sarcopénie, voilà. Et je savais Mm. même pas ce que ça voulait dire. Google après l'émission et tout. Et puis tiens, je me dis ça tient la route son truc. Et je dis moi je me vois pas arrêter la course à pied. Donc au Et début, lui, la critique que je faisais de la course à pied sur trois arguments qui étaient l'usure prématurée des articulations, ouais, la perte de masse musculaire, qui ouais, va accentuer justement cette sarcopénie à venir ouais, c'est pertinent, ouais, euh, d'avoir dit et ça. Ouais. puis après, j'avais moins un questionnement sur l'utilité d'augmenter en fait le muscle cardiaque, dans la mesure où c'est aussi un organe. Je trouve pas ça. Voilà, moi, je m'imagine pas que nos ancêtres se mettaient à courir pendant 2 heures sans raison, 3 heures. Enfin, tu cours après quelque chose ou pour fuir, mais courir comme ça pendant 2, 3 heures pour dire j'ai fini une course, j'ai de plus en plus de mal avec ce concept et cette idée, parce que je pense pas que dans l'histoire de notre espèce, cette attitude-là ou cette pratique Mhm. ait eu une fonction particulière. Voilà. Donc après le marathon, qui était une ville en Grèce, euh, faisait partie des Jeux Olympiques antiques. Oui, parce que c'est une épreuve, mais on est déjà dans un temps récent, un temps de l'humanité qui est relativement récent. Mais après, sur l'évolution de l'espèce sur des centaines de milliers d'années, je pense que justement, au contraire, quand tu vas chasser, le but c'est de faire le moins de bruit possible. Si tu te mets à courir, n'importe quel animal qui a un ouïe développé va t'entendre. Donc le but c'est d'arriver plutôt doucement en marchant. Donc l'idée de la course, à part pour fuir, j'ai du mal à... Voilà, donc moi j'ai dû aussi me déconditionner de ce passé dont tu parlais, de cette culture autour de la course à pied, Ouais. pour l'avoir pratiqué, pour avoir fait de la compétition, du triathlon. Après, je travaille aussi avec des gens qui... Le problème, c'est que les athlètes, déjà la plupart des gens qui pratiquent sur le tard sont tous blessés. Ouais. Donc ça, faut quand même regarder ce point-là. Il y a pas Et mal de ensuite, blessures. quand on fait du haut niveau, qui ont brillé un petit peu pendant leur temps de carrière, on ne les revoit jamais après. On ne les revoit jamais 15 ans, 20 ans plus tard. Moi, j'avais la chance, avec le passé de mon père, donc de continuer à voir tous les gens avec qui il avait couru dans son prime, on va dire. Ok. Lui a jamais changé. Parce il s'est toujours entretenu, il a toujours gardé son activité à raison de 15-20 km tous les matins. À jeun, il partait courir. Donc il est resté relativement correct. Bon, il a une bonne génétique, je pense, au niveau articulaire, il s'est pas blessé plus que ça. Mais tous les gens avec qui il courait qui étaient de son niveau, voire supérieur, enfin, ça donnait pas envie, quoi. Franchement, quand tu les Ah ouais. voyais ne serait-ce qu'à 45-50 ans,
c'était soit, ouais, bref, c'était pas joli à voir. Je pense que c'est vrai aussi dans beaucoup de sports. Le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Il y a une surusure, euh, surutilisation du corps dans un mouvement qui sera spécifique en fonction des sports, qui, à mon avis, détruit le corps plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était une parenthèse Ouais. pour dire que lorsque tu entends ça sur la course à pied, alors que toi tu prépares, je Ah, peux c'est pas comprendre que évident. c'est difficile à passer, Ouais. euh, et tu peux me prendre peut-être pour un fou ou Ah ouais, au bref. début, je dis, il raconte n'importe quoi, il y a un lobby derrière ou quelque chose, mais en fait, c'était très pertinent ce que tu as dit, en fait, hein, parce que quand on réfléchit bien, tout coule de source, en fait. Et en plus, j'étais dans la période où j'avais lu un célèbre bouquin, Born to Run. Mhm. Donc moi, j'étais vraiment dans cet esprit de course à pied, dans ce truc-là. Et puis comme je me projetais, là, je te disais, l'année prochaine, je me verrais bien courir sur 3, 4 jours, je sais pas, 10, 15 bornes par jour, et puis dormir en toile de tente, faire un truc comme ça. Je me dis, ça va être sympa. Mais là, t'as tout détruit, quoi. Quand je regarde l'émission là, enfin le podcast là. Mais c'est vrai, ce que tu avais dit, c'était vraiment pertinent sur la sarcopénie, conserver le muscle. Et puis alors, je sais plus si c'est dans ce podcast-là où vous abordez même le sujet que chez l'homme, à partir de 60 ou 65 ans, on a une fonte musculaire qui va commencer à s'amorcer Non, mais chez la femme, hein, c'est valable pour les deux. pour les deux. Chez la femme, ça peut intervenir un peu plus tôt. Chez l'homme, ça vient un peu plus tard parce qu'il y a pas Voilà. la ménopause, etc. Et c'est là que je me dis, mais moi, c'est exactement ça, parce que quand je fais de la course à pied, je suis méconnaissable dans un miroir. J'ai les côtes qui ressortent. Par contre, j'ai du mal, ouais, à perdre ce bide, d'avoir ces. J'ai jamais eu ces abdos. Et par contre, les jambes, oh la vache, c'est horrible. Les côtes, les joues creusées et tout ça. Et je me dis, mais comment je vais vieillir, moi? Parce que si à 60, 65 ans, on commence à perdre sa masse musculaire, bah, à 10 ans, je serai alité, quoi. Ou alors, comme beaucoup de monde, ils font une chute à 70 ans, fracture du bassin, et je me dis, merde, ça, j'ai pas envie de ça. Donc, et je me dis, c'est peut-être pertinent ce qu'il dit Clément là-dessus, sur conserver une masse musculaire. Sur Sequoia Santé aussi, il parle de Mm. d'exercices de poids de corps et tout ça. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, faire des pompes et tout ça. Bah, quand t'as pas de muscle, en fait, c'est très dur. Et du coup, j'avais vu que tu étais coach. Et je sais plus, les petites vacances de Noël, là, j'ai dit, tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il fait exactement Clément. Et je vais essayer de lui envoyer un message et de le contacter. Et je Mm. t'avais écrit un message pendant les vacances de décembre, là, Voilà. où j'étais en congé. Et puis, je me dis quand même que là, il y a un truc que t'as pas abordé, c'est la fréquence cardiaque au repos. Et ça, je l'ai constaté quand je suis en prépa, en fin de prépa, j'ai une fréquence cardiaque au repos qui est très basse, Mm. qui est de l'ordre de 10 à 12 pulsations que ma fréquence au repos quand je fais pas de sport. Genre Mm. là, si je fais une prépa course à pied, je vais finir à 46, alors qu'en temps normal, je suis à 58 voire 60. Mm. Donc je me dis, j'ai un cœur qui est en pleine forme. Et la base, le cœur, c'est un moteur hein, le- dans le corps humain. Donc je me dis, le cœur, c'est quand même la partie la plus importante. Et puis c'est là que je t'avais posé cette fameuse question, et puis tu m'avais répondu que pas forcément, que le cœur, il a une certaine forme de calibration, et que 60, c'est pas mal aussi, que c'est très bien. Et j'ai eu un Bon, triste... la question, c'était de savoir si 60, c'était pas trop haut de mémoire. Voilà, parce que si je suis à 60, bah, je me pénalise tout seul. Moi, pour moi, j'ai besoin de courir pour conserver cette fréquence cardiaque au repos de 46, qui est bien mieux que celle de 60. Et c'est là que tu me dis, bah non, la fréquence cardiaque moyenne mondiale, elle est entre 60 et 80, quoi, en fait, une personne, Mm. pour une personne lambda. Et du coup,
ça a été pertinent. Mais le deuxième truc, on a parlé aussi, on a abordé un sujet de myocardie, c'est ça? Les pathologies cardiaques, tu dis? Ouais. Et Oui, c'est quoi? il y a une époque, moi, j'ai eu un triste, douloureux souvenir. J'avais un chien et je courais avec. Il aimait bien un dog argentin. Je faisais du roller avec le long de la rivière ou je faisais un peu de course à pied. Et par contre, mon chien, à 50 ans, il a déclaré une cardiomyopathie dilatée. Ok. Et quand on a abordé ce sujet-là, alors que les vétos m'ont dit, c'est pas héréditaire, c'est pas dans la portée des chiots ou machin, on peut pas aller accuser l'éleveur, c'est pas une maladie, ça peut arriver, ça tombe comme ça, on peut rien faire. Et quand on a abordé ça, je dis, mais ça se trouve, c'est moi avec la course à pied qui ai flingué mon chien, quoi, en fait. Parce que le fait de renforcer son cœur et de le muscler, bah, il a une moins bonne souplesse et il a peut-être plus de difficultés à Hmm. faire ce rôle de pompe, quoi, en fait. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, et moi, c'est la question que j'avais posée à professeur Bartke. euh, et il avait répondu aussi dans ce sens-là, c'est que tu es en préparation, donc tu vois, le myocarde est un muscle, mais c'est un organe aussi. Et Ouais, donc, tu as ce muscle qui va, à un moment donné, prendre du volume, et donc voilà. à gagner en puissance, donc va devoir pomper moins. Donc, tu descends à 46 de pulse. Ok? Alors, désolé pour ce petit problème technique. Donc, on était en train de parler effectivement, de cette variation de pulsation entre les moments où tu te prépares, où tu fais effectivement travailler énormément ce cœur. Tu arrives à descendre à 46 parce qu'il prend du volume et donc il a besoin de moins de... Enfin, il pompe moins pour envoyer le sang. Et à l'inverse, quand tu t'arrêtes, tu remontes à 60. Ça veut dire que tu as un peu comme un muscle que tu vas entraîner, il va prendre. On dirait prendre du volume, prendre de la masse. Et ensuite, quand tu t'arrêtes, il redescend. C'est là où moi, je pense que, à la limite, un muscle, pourquoi pas, mais le muscle cardiaque qui est aussi un organe, je sais pas, je suis pas cardiologue, je peux pas me prononcer, mais intuitivement, il y a un truc qui me dit que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et professeur Bartke avait confirmé un petit peu cette intuition. Lui-même un PhD en cardiopathophysiologie. Et il disait effectivement que à force, l'augmentation du volume du myocarde pouvait entraîner des pathologies cardiaques. Voilà. Ça, en partie, ça m'a bien convaincu. Parce que je me dis, dans la logique, ça me semble très pertinent à ce moment-là. Et du coup, pour lutter contre la sarcopénie, je me dis, bon, ben, j'ai 48 ans. Donc, soit à 60 ans ou 65 ans, ben, il me reste encore quelques années pour prendre un peu de muscle et éviter justement les futurs accidents qui peuvent arriver à 70 ans, une chute ou des choses comme ça. Et je me dis, c'est bien plus pertinent que d'avoir une bonne endurance, des genoux flingués, des douleurs au dos parce qu'on court trop souvent et toutes ces choses qui vont avec, quoi, en fait. Et bah, je me dis, bon ben, on va peut-être essayer de commencer l'année autrement. On va mettre de côté. Et j'avais réservé un stage en plus dans les Vosges. Je sais pas si je t'avais dit au mois d'avril, qui se déroulait sur 3 jours. On devait faire 70 kilomètres. Donc c'était un apprentissage. On dormait en auberge, on dormait pas à l'extérieur. Et je voulais découvrir cette pratique-là. Et donc j'ai tout annulé. Et du coup, je me suis dit bon, ok, on va partir avec Clément sur du renforcement musculaire ou des choses comme ça. Je savais pas encore par quoi on allait commencer. C'est de la musculation, du HIIT ou des choses comme ça. Mais je dis, je vais lui faire confiance. Et je sais que moi, chaque fois que je me suis inscrit dans une salle de musculation, au bout de 3 mois, il restait plus rien. Tu sais, t'as plus envie d'y aller. Au début, le premier mois, bah, tu vois les petits muscles, les petites choses comme ça motive. Et puis au bout de 3 mois, ça lasse un peu, quoi, les exercices, parce que il y a une stagnation qui se fait, et puis tout des choses comme ça. Et là, je dis bon ben,
en étant coaché, on va voir un peu ce que ça dit, puis après on prendra une décision, et puis on a commencé, quoi. Donc on a commencé donc mi-janvier, hyper motivé. Et puis ah oui, je t'avais pas dit aussi, j'avais eu comment? Je me suis bloqué le dos en 2021 et j'avais fait des radios derrière et un scanner et ils avaient constaté que j'avais une hernie discale. Ok. Et c'est pour ça que je me disais, bon, la musculation, ça, on verra bien ce qu'on pourra faire avec Clément, et puis on verra bien, il y a peut-être des choses que je pourrais pas faire comme les squats. Puis comme j'ai un grand manque de souplesse, on va peut-être adapter les exercices et tout ça. Je me dis, ça va être intéressant, on va voir ce qu'il propose, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc là, juste pour les auditeurs, on démarre une collaboration où on fait un coaching en ligne, donc on utilise bon, voilà, la caméra. Ouais, Et toi, à ce moment-là, tu es à la salle de de ta ville ouais, et je te montre des exercices que tu pratiques dans la salle. Donc, on fait un programme que tu répètes sur 2 semaines, à peu voilà, près, entre 4, 5, 6 fois, ça dépend. Euh, le même programme et toutes les 2 semaines, on change de programme. c'est ça. Ouais. Ok. Donc, Et ça, c'est pas et mal parce que, moment-là, ouais, je dis juste une chose, c'est qu'à ce moment-là, quand on se contacte, il me semble que tu as déjà fait une forme de transition vers le régime carnivore voilà, en novembre. Ouais. en novembre. Ça, tu l'as pas mentionné. Est-ce que tu peux revenir sur cet aspect-là avant? Donc, ouais, il m'a fallu, bah, comme je t'avais dit, depuis la fracture de fatigue que j'avais fait au mois de juin, en juin 2024, donc il s'est passé 5 mois en fait où j'ai erré avec ces glucides. J'arrivais pas à retrouver cette énergie pour aller courir. Et Mhm. j'ai repris donc cette alimentation-là déterminée. Je me suis dit, à telle date, au mois de novembre, on repart, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis remis un peu à courir, comme je te disais. Et puis, comme je vous ai découvert dans un podcast, toi et Ulrich Génisson, qui discutaient justement de la sarcopénie et tout ça, donc ça m'a intrigué. Et puis, c'est pour ça qu'on en est arrivé à changer d'axe au niveau de j'ai décidé de mettre de côté la course à pied et de voir un peu ce qu'on pouvait faire au niveau renforcement musculaire ou prise de masse ou voir un peu ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Alors, peut-être j'arrêterai la course à pied, ça, je sais pas si j'arrêterai définitivement. Mais Mhm. je me suis dit, on va essayer ce programme de musculation avec Clément et voir un peu si ça fonctionne ou pas, si ça va me lasser au bout de 3 mois ou si ça va tenir. Et puis là, on est presque on est fin mai là et je suis encore très motivé et je vais au maximum de séances que je peux faire tous les 48 heures, 72 heures. La transition en carnivore, tu l'as effectuée sous quel délai à peu près? Ça a été facile pour toi ou ça a été progressif parce que tu as fait du jeûne intermittent, après tu as fait du low carb, euh, et ensuite tu arrivé au carnivore. Bah, après, j'avais toutes les clés pour commencer au mois de novembre. Je savais que plus de glucides, fallait plus de glucides. Donc Hmm. là, comme j'avais une ferme à côté de chez moi, donc j'allais une fois par semaine. Ils faisaient des steaks hachés avec 15% de matière grasse. Je prenais de la basse-côte et puis je combinais comme ça et ça me facilitait aussi les choses parce que en tant que cuisine, ben c'est beaucoup plus efficace que de cuire des légumes et tout le travail qu'il y a derrière. Donc ça, c'était bien. Et puis la partie dessert avec le comté qui allait bien, quoi. J'ai eu un moment où j'ai mis du comté, après je l'ai retiré. Et là maintenant, je l'ai retiré pendant 2 mois. Et là maintenant, on est au mois de mai, ça fait un mois que je suis reparti avec un peu de comté. Donc juste quand on s'est rencontrés, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu n'avais pas encore suffisamment d'apport hein, en viande quand tu as commencé. Je commençais à progresser.
mais j'arrivais pas à engloutir le quota qu'il fallait, hein, Ah oui, ça j'ai oublié complètement de parler et je suivais aussi la chaîne de Carnivore France que j'ai découvert en décembre. La chaîne ou le régime? Il y a une Ouais, chaîne pardon, la YouTube. chaîne ou ouais, mais il y a la page Facebook aussi, hein. J'ai pas de Facebook, j'ai coupé Facebook Ah, et Facebook ça ne m'intéresse pas trop et je regardais juste les lives de YouTube. de Jean-Claude Cordeneau, à qui on passe un grand bonjour également. Exactement. Et là, très pertinent, il parlait de quantité de viande qu'il fallait pour une personne lambda de 80 kilos, je crois, ou de 75 kilos. Et je vois 800 grammes de viande pour celui qui... Je me dis, mais 800 grammes de viande, jamais j'y arriverai. Et j'étais à peine à 500 grammes. Et là, je me dis, bah là, il y a un gros problème. Bah, je mange pas assez, tout simplement. Donc, je décide de manger en 2 fois. Ok. Et là, j'arrive à atteindre des quotas comme 550, 600 grammes de viande. Et là, ça se passe relativement bien. Fin janvier, j'arrive et je monte crescendo. On commence les séances de musculation ensemble et je sais pas, 15 jours après, j'arrive à faire un repas par jour. Et je suis à 600, entre 600 et 700 grammes de viande, ça dépend les journées. Ok. Et fin février, je monte à 800 grammes. Ok. Et là, stagnation, je, je- j'ai une belle perte de poids. Je descends, là, je redescends plus à 72 kilos comme avant, où je dépérissais. Je stagne à 76 kilos, je me sens bien et je perds du bide. Donc je me dis, c'est vraiment bien ce qu'on fait là parce que je suis pas mal. Mais il y a encore quand même une petite couche de gras sur le bide, mais légère, hein. Mhm. Et d'ailleurs, on aborde le sujet ensemble et puis tu me dis peut-être que essaye de viser peut-être 700 grammes de viande, peut-être que tu manges trop de glucides, enfin trop de glucides, trop de viande, pardon. Viande, ouais. Et et je descends et je descends à 700, mais je me dis 700 grammes, mais j'ai encore faim derrière. Et je me dis ça va pas aller. Puis quand on en avait rediscuté 15 jours après. Tu m'avais dit, essaie quand même de descendre entre 700 et 750 et normalement. Et c'est vrai qu'après, c'était efficace parce que j'avais un ventre plat, même, j'avais plus envie de dormir même après manger, quoi. Parce qu'avant, je mangeais mes 800 grammes de viande, il fallait une pause d'une demi-heure après. Mhm. Et là, avec 700 grammes de viande, je pouvais, j'étais tout de suite frais, je pouvais même faire un entraînement 1 heure et demie après. Et je pense que c'était une bonne quantité. 700 grammes de viande, c'est très bien pour le moment. Peut-être qu'après, je pourrais assimiler plus. Mais Ouais. pour l'instant, je reste autour des 700 grammes de viande. Et là, comme j'ai recomposé avec du fromage, comme il disait Christophe Ordonneau sur ses podcasts, il disait que si tu manges du fromage, faut compter pour 100 grammes de viande, c'est équivaut à 50 grammes ou 60 grammes de fromage. Donc j'avais fait le Mhm. ratio de dire, bon ben, de 700 grammes de viande, je vais passer à 600 grammes de viande en ajoutant 50 à 60 grammes de fromage en dessert. Mhm. Et du coup, je me dis, si je reprends du bide avec le fromage, ce qui peut s'avérer possible, hein, je me dis, on va suivre ça de près, et ben, on retirera le fromage et puis c'est fini, hein. On Mhm. restera qu'à la viande. Et au final, je reprends pas de bide. Donc, Ok. et pour le calcium, du coup, je me dis, pour le capital confiance, je me dis, au moins, comme c'est difficilement assimilable avec les compléments alimentaires, etc., bah, je me dis qu'une source de fromage, comme dit Ulrich Jennisson, que ce serait pas mal, parce que je mange pas trop d'abats, moi. Donc j'ai peur de pas avoir le quota de calcium. Et quand je repense aussi à ma fracture de fatigue que j'ai fait auparavant, je me dis, est-ce que c'est pas lié, tu vois, toutes ces choses-là. Donc je me dis, une petite source de fromage, 50 grammes par jour, associé à la viande, ça peut être bien d'aller là-dessus. Donc pour l'instant, je suis comme ça. Je suis sur 600 grammes de viande Juste et 50 grammes de fromage. préciser par rapport à cette réduction, on va dire, de prise alimentaire que je t'avais conseillé, effectivement. Ouais. Des fois, quand il y a des... Alors,
on- quand on mange trop, euh, moi, je t'ai conseillé effectivement de monter par rapport à ton poids. Et après, comme tu as perdu aussi, entre-temps, Ouais. c'était aussi pertinent de descendre et de créer un petit déficit, parce qu'avec toi, le régime carnivore se passe relativement bien. Je me suis dit, bah, créons un petit déficit, justement, pour que tu ailles aller chercher encore plus oxyder ces graisses qui sont un peu dures à partir. Ok. Voilà. Et donc, ça a fonctionné correctement, puisque après, t'as Je suis continué. redescendu, ouais. Là, il y a quelques jours, je crois, à 74 kilos et quelques. J'ai Et reperdu t'as encore 2 kilos. redescendu surtout en composition corporelle. C'est-à-dire que en poids, bien sûr, mais en masse grasse, En masse surtout. grasse, hein. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, du coup, c'est impressionnant aussi, hein, parce que je pensais pas que j'avais autant de gras que ça sur les jambes, hein. Parce que c'est vrai que quand je pinçais avant, j'avais une peau qui faisait 2 centimètres, tu sais, quand tu pinces. Tu te dis, ouais, c'est pas grand-chose. Et là, au final, il me reste même plus 1 centimètre. J'arrive à bien pincer ma peau sur les jambes, mais par contre, le volume des jambes, le diamètre des jambes, il a diminué. Et, et là, c'est pas plaisant, hein, tu vois, j'ai plus de fesses, machin, mais quand je contracte, je vois mes muscles bien dessinés, mais trop fins, quoi. Et je me dis, Après, juste, il faut aller vers ça, parce que en perdant le gras, c'est bien, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de muscles, hein. Ma composition musculaire, elle est très 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 faible. Elle était vraiment très très faible. Et je me alors dis, il il y a faut deux qu'on... facteurs, hein. Il y a deux facteurs. Ouais, Il y a un, je pense que c'est une génétique ethnique, c'est-à-dire très souvent les gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique dans certaines régions ont des très longs tendons, donc avec peu de masse musculaire, ouais. Ça, euh, c'est mon cas, ça. ce qui est ton cas. Ouais, Euh, et donc forcément c'est plus difficile de créer du volume ou de la masse musculaire parce que bah, un tendon il peut prendre effectivement un peu de force et de résistance, mais c'est pas un muscle. Enfin, c'est l'attache du muscle sur l'os, mais c'est vrai qu'il va pas se comporter comme un tissu musculaire. Voilà. ouais, En termes de prise de masse. Après, il y a aussi le fait que, effectivement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la perte de masse musculaire lorsque tu as fait beaucoup de courses à pied. Bah, toutes ces années-là où tu passes du temps à courir, 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 c'est aussi du temps où ta masse musculaire, elle réduit. ouais, Et c'est des années où tu construis pas de muscle. Alors tu peux toujours reconstruire, mais il est certain que c'est toujours plus difficile de construire du muscle à 45 ans qu'à 25. on avait abordé ce sujet-là aussi quand on s'était parlé par mail avant de commencer ensemble la musculation, et c'est vrai que c'était très pertinent. J'avais jamais pensé à regarder ça, le catabolisme et l'anabolisme. Hmm. Et j'avais regardé ça, après j'ai creusé un petit, après notre échange par mail, j'ai creusé un petit peu ça par internet, et je me dis, ah ouais, c'est tout à fait ça qu'en fait. Je me détruis musculairement au cours. En fait, mon corps, il brûle du muscle, en fait. Il brûle du gras et un peu de muscle. En fait, j'arrive pas à prendre de muscle en raison de cette course à pied. Et je me dis réellement que en mettant ça de côté, eh ben, qu'en faisant un peu de musculation, j'allais prendre un peu de muscle. Et c'est vrai que sur la partie haute du corps, je prends un peu de muscle. Donc ça, c'est satisfaisant. Puis on avait abordé le sujet des jambes. Et c'est vrai que j'ai des longs tendons. Donc, bah, pour les jambes, c'est plus lié à la génétique. Donc, De toute façon, plus quelqu'un a des très longs segments, plus c'est difficile. non, non, Enfin, segments filiformes, ouais, parce qu'après, t'as des gens qui sont grands, mais qui ont quand même, qui ont pas la morphologie filiforme, mais en tout cas, toi, tu l'as. Et c'est toujours plus difficile de créer du muscle parce que justement, il y a ces très longs tendons qui sont, ouais, qui sont limitants quelque part. ouais, Mais c'est vrai que tu as beaucoup perdu de masse grasse. Tu as quand même, je trouve, construit un haut du corps qui est assez beaucoup plus musclé maintenant au niveau des ouais. épaules, des pectoraux. Tu as ta ligne d'abdos qui est Même arrivée. abdos, ouais, ouais, ouais. Impressionnant. J'ai jamais eu ça sur les abdos. Tu m'avais fait une remarque que j'avais trouvée intéressante et qui reflète un peu tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que euh,
tu m'avais dit, j'étais, je crois, une fois à 72 kilos en m'entraînant en prépa de course. Ouais, Et pourtant, j'avais beaucoup plus de gras que aujourd'hui où je suis à 70. Je crois que quand tu m'as écrit, tu devais être à 75. ouais, quelque Je suis à- chose comme ça. donc 3 kilos de plus. Ouais, Là, par contre, j'ai moins, en étant plus lourd, j'ai moins de masse grasse. ouais, moins de masse grasse. Ça, Et c'est donc, ça impressionnant. amène l'idée sur laquelle beaucoup de gens ont du mal à lâcher, c'est que le poids sur la balance n'est pas nécessairement un très bon indicateur Non, ah ouais, non, du tout. et que c'est la composition Ouais, corporelle qui prime. ouais, je pense Le que poids sur la balance, bon, il peut être un indicateur intéressant dans certains cas, bien sûr, extrême, mais pour quelqu'un qui s'entraîne, qui a une alimentation adaptée, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la composition corporelle. ouais, ouais, Est-ce que c'est tu es ça. mieux à 52 kilos avec beaucoup plus de masse grasse ou à 75 avec beaucoup moins de masse grasse? Ah non, là, actuellement, maintenant, je me sens mieux, hein. Ah ouais, 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 sur tout point, hein. J'ai plus de douleur de dos, j'ai vraiment plus rien, hein. Plus rien, plus rien, plus rien. Je peux même pas dire que j'ai eu une hernie discale il y a 3 ou 4 ans, hein. Parce qu'aujourd'hui, je fais mes squats avec des charges et même auxquelles j'aurais jamais pu penser, j'aurais jamais cru que j'aurais pu prendre 100 kilos sur les épaules en petit squat. Et même en demi-squat, prendre 60 kilos, faire des séries avec, je me dis c'est pas possible. Et Mmh. tu vois, rien que de le faire aujourd'hui en 5 mois et pas avoir de douleur dans le dos, rien du tout, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Et en plus, je gagne en mobilité, quoi. Parce que le Ouais. demi-squat, j'arrivais pas à le faire, même en Mmh. libre. C'était impossible. Je serais tombé en arrière ou c'était pas, même au niveau élasticité, c'était pas possible. Je me serais cassé. Juste parce que dans l'entraînement, il y a un paramètre très souvent qui est ignoré. Et là, je passe un autre bonjour à mon ami Frédéric Delavier, qui a beaucoup travaillé justement sur les morphologies et les bras de levier. Et en musculation, c'est important et il y a des mouvements que certaines personnes auront plus de facilité à faire que d'autres. Donc dans ton cas, tu as des grandes jambes Ouais, avec un centre de gravité qui est très haut, donc forcément que l'exercice du squat, il est plus difficile pour toi, enfin il est plus difficile pour descendre. ouais, Donc on a développé des petites techniques comme ça pour t'aider à essayer d'aller plus bas. Mais de toute façon, par rapport à quelqu'un qui est bréviline, qui est petit, et qui a un centre de gravité plus bas, ou une égalité, on va dire, de proportion entre le haut du corps et le bas du corps, bien sûr que lui, il pourra probablement faire un squat complet ouais, beaucoup plus de facilité et surtout sans danger. Des gens comme toi vont très souvent pencher en avant, donc il y a tout un travail de renforcement des lombaires qui est important à réaliser. Voilà, bref. Mais tout ça pour dire que ça, c'est la partie entraînement que tu as donc bien développé depuis 5-6 mois. Maintenant, le régime carnivore, donc tu as adapté, tu l'as intégré dans ton quotidien. voilà. Au niveau social, comment tu le... Parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait cet aller-retour entre le côté social, l'addiction, et aujourd'hui, comment tu vis ça? Bah, c'est encore compliqué aujourd'hui, donc je vois pas trop de monde pour le moment. Bah, en fait, les amis, ils savent un peu que je suis parti dans quelque chose où je suis déterminé. Ouais. Donc, l'envie de faire des repas, des choses comme ça, j'ai bien expliqué que en fait, c'était plus dans mon intérêt aujourd'hui et je préfère plus se voir quand tu vois faire des randonnées, des choses comme ça, prendre du temps et de faire des balades plutôt que de faire un barbecue, de manger, toutes ces choses. J'adhère plus à ça maintenant. J'essaye d'éviter ça. Et par contre, ouais, se voir, faire une sortie, machin, mais sans allier l'alimentation derrière, finir par un resto ou des choses comme ça, c'est plus dans mon intérêt. Et Je ma, pense que ma mes question, amis, mon entourage l'ont bien assimilé ça. est-ce que tu pourrais faire un resto viande? Mais là, ma question, c'est est-ce que tu sens que le fait que tu aies intégré
ce lifestyle ou cette façon de vivre carnivore, si on peut Ouais. dire. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'exclut un peu socialement ou pas? Moi, comme je suis motivé maintenant, non, parce que je suis déterminé. Donc, mais Objectivement, est-ce que tu as moins d'invitations, moins de sollicitations des gens qui, eux, sont toujours dans une... non, non, sont je pas... suis toujours sollicité, toujours. Mais bon, c'est moi qui pour me préserver actuellement de par mes faiblesses et comme ça fait peu de temps que je suis engagé dans cette démarche-là, j'ai pas envie de rechuter, quoi. Je Ok, donc pense là, que avec un an de recul, je pourrais plus facilement retourner à des anniversaires tranquilles et pas être tenté par une bière ou un gâteau ou un dessert ou un truc comme ça. J'ai pas forcément envie aujourd'hui de remanger un morceau de gâteau parce que je sais que ça me ferait du mal. ça c'est un point, est-ce qu'on peut rester là-dessus un petit peu? Ouais, Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu vois les bénéfices d'une certaine forme d'alimentation, tu vois les bénéfices d'un certain type d'entraînement, d'un certain style de vie, au final, ouais, mais tu sais quand même, par rapport aux addictions passées, que pour l'instant, malgré tes résultats, malgré l'enthousiasme que tu as et les bénéfices que tu reçois de ce choix que ouais. tu as fait, tu es toujours, tu parles de fragilité, donc Mhm. pour toi, c'est pas suffisant encore Bon, pour résister, ou tu sens qu'il y a encore cette forme de fragilité, de faille qui peut ressurgir. ouais. Bah, ce que j'ai construit donc en début 2024, donc je me suis tenu. Hein, 1er janvier 2024, personne n'y a cru, mais quand j'ai dit l'alcool c'est stop, tout le monde s'est dit en fait quand j'en discute avec les amis, ils disent ouais au bout de 2, 3 mois on savait que. Et là ils sont choqués. Hein, et là on est en 2025, donc l'année elle est passée, on est sur un an et demi là. Et c'est vrai que là, il se pose des questions. Là, il est vraiment loose, il est vraiment déterminé là. Donc c'est pour ça que j'ai pas de reproche sur mon alimentation. Ils savent que je compense beaucoup avec du sport en parallèle, mais je pense que eux, ils doivent se dire, mais jusqu'où il va aller comme ça? Hmm. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Il mange plus comme nous, il fait beaucoup de sport, mais c'est quoi sa quête au final? Parce qu'au final, tout ce qu'il aimait avant, il mange plus de gâteaux, il boit plus d'alcool, mais comment il va finir? À un moment donné, il va. Mais en fait, je suis bien comme ça, en fait. Et ça, ils l'ont pas réalisé, eux. Que je suis, que là, ce mode de vie-là, j'ai vraiment envie de rester dedans. J'ai pas envie de m'en écarter. Et je pense que si j'arrive à faire ce régime alimentaire, à le tenir sur un an, je pense qu'après, je peux aller sans problème faire des Noëls, des grosses soirées, des trucs comme ça, tout en restant neutre. Tu vois, moi, en me disant, ben, eux, c'est leur droit, c'est leur choix, ils mangent ce qu'ils veulent. Bah, tiens, ce petit bout de saucisson-là, bah tiens, pourquoi pas, ça non, et puis tu vois, composer mes assiettes, quoi. Parce qu'après, je peux aller au resto sans problème, comme tu dis. Voilà, j'en ai fait un il y a pas longtemps avec un pote. Ah, j'ai mangé des côtes de mouton et puis j'ai demandé une petite salade pour accompagner ça et ça s'est très bien passé, quoi. Un petit thé pour la fin du repas et c'était parfait. Pas de ballonnement, rien du tout, pas de frustration. Ça s'est vraiment bien passé. Avant, j'aurais été frustré. Là, t'as le pote qui Hmm. prend lui un verre de vin, toi, tu dis, ah putain, merde. Non, ça, franchement, ça me fait plus rien déjà. Mais c'est intéressant. Je pose cette question, j'insiste sur ce point parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se retrouver là-dedans. Et c'était aussi l'objet de l'interview quand on en a discuté lors de notre dernière séance. Parce que j'entends souvent, même au-delà des bénéfices, les gens avoir des problématiques après dans la sphère sociale. Et le fait que tu me dises, je me sens pas encore capable, même si je l'ai intégré, même si je me sens bien, même si j'ai envie de continuer, d'aller me confronter à mes anciens démons Ouais,
qui était le sucre. Je sens que je suis pas encore. Ça veut dire que il y a un processus temporel d'adaptation, d'intégration, pour qu'à un Ouais, moment donné, ça devienne quelque chose d'intégré à soi, non pas, et ça c'est un peu une critique que je ferai à ce que je vois des fois dans on va dire la sphère carnivore, ouais, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent à s'identifier à une étiquette. Je suis carnivore. Alors, aux États-Unis, c'est plus parlant le label parce qu'on dit I'm a carnivore dieter. Ok, je suis carnivore, je suis un régime carnivore, et on a tendance des fois à s'identifier à ça. Alors qu'en réalité, c'est un choix, comme certains ne fument pas, certains ne ouais, boivent pas, comme c'est ton cas aujourd'hui, certains choisissent de ne pas avoir de télé, bon, ok, certains font le choix de ne pas manger de glucides ni de légumes, mais ça va pas plus loin que ça. Voilà, on a adopté un truc, une forme d'alimentation qui nous paraît logique, ouais, qui nous fait du bien, basta così, ça s'arrête là. Et donc, à partir de là, pourquoi et des fois, j'ai l'impression que ceux qui s'identifient le plus, d'un point de vue du label, de l'étiquette, sont des fois ceux qui ont pas encore atteint ce degré d'intégration, d'adhérence dans leur personne pour justement aller dans un dîner, dans un apéritif, dans quelque chose et dire, moi, ça me fait absolument rien, ouais, la limite, vous pouvez faire ce que vous voulez et puis grand bien vous fasse. Non merci, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, aussi à l'inverse, et je dis ça, c'est pas un encouragement vers le retour aux addictions, mais c'est que moi je le vis, une fois qu'on est pleinement intégré là-dedans, j'ai des fois des gens qui me posent la question, mais alors oui, des fois ça m'arrive, quand je le décide, parce que c'est un choix personnel, ouais, je fais un repas, j'invite des gens de tout horizon, je vais aller à la pâtisserie, je vais acheter un gâteau pour les gens, parce que voilà, je vais pas imposer non plus ce que eux pourraient percevoir comme de la restriction. Et si j'ai envie, je prendrai une part de gâteau. Mais ça sera une fois tous les 2 mois ou une fois tous les mois. Mais cette part de gâteau-là, aujourd'hui, ne crée plus comment on va pas appeler ça? En anglais, on va dire un trigger. Ça va plus actionner une réaction addictive. C'est-à-dire d'accord, que je peux ouais, manger une part de gâteau et le lendemain, je n'ai pas envie de sucre. Ça me replonge pas dans ce que je faisais enfin, comme dans le passé. d'accord, Tu vois? ouais, Et donc, quand c'est intégré, après c'est un choix. Je peux pendant 3 mois ne manger 0 gramme de sucre, ou alors me dire bah, le matin, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'un pain au chocolat ou d'un croissant. Je vais m'arrêter, manger une viennoiserie ou acheter une petite tarte au citron parce que, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire cet écart en sachant que cet écart-là est toxique et je sais ce qu'il va créer dans mon organisme, mais je l'assume. ouais, Je vais ok, pas dire ouais, je vois, non, mais c'est ok. En fait, il en faut, il faut des glucides. Non, non, je ne me fais pas de ouais, tu vois, de faux discours. Je sais pas de me convaincre moi-même ou de me faire des nœuds au cerveau. Je sais que c'est toxique, je l'assume entièrement. Par contre, je le maîtrise et ça n'est jamais une addiction. Donc, j'élargis un peu la discussion dans ce sens pour dire que, comment je peux dire ça, c'est très important d'intégrer ça. Prenez le temps d'intégrer ce mode de vie. Et je pense que ta démarche, elle est parfaite parce que tu es conscient de ce que tu fais. Tu vois? ouais, Et donc, à partir de là, étant conscient de ce que tu fais, effectivement, je pense que tu vas faire partie des gens qui vont le tenir dans le temps. Parce que ouais, tu ne brûles pas les étapes et tu l'intègres. j'ai Et compris hier, les échecs que j'ai eus auparavant et je sais que pour moi, c'est délétère tout ça. Après, je sais pas si demain je pourrais faire comme toi et me dire, tu vois, une fois dans l'année, dire, tiens, ce bout de gâteau-là, tiens, je vais goûter. Je sais pas, on verra bien. Je sais pas. Après, je pense que ça dépend des personnes. Je sais pas si c'est, je sais pas. Ça, aucune idée.
pour l'instant, je sais que je dois le faire et carré. Je dois être carré là-dessus et je m'en porte pas plus mal. Je suis heureux comme ça. Je suis en pleine énergie. J'ai pas besoin de plus. Donc, Mhm. le fait de faire un écart un jour, bah, je prends plus de risques à perdre qu'autre chose. Donc, Mhm. peut-être que demain, ben, je me sentirai plus fort et bien, et je me dis, bah tiens, comme tu dis toi, prendre une part comme ça occasionnellement, juste pour le partage, eh ben, je le ferai. Mais si j'en ai pas envie, et puis si j'ai cette petite crainte, eh ben, non, je le ferai pas. Mhm. Non. Mais c'est-à-dire que dans l'addiction, moi, j'ai jamais été addict, par exemple, à l'alcool. J'ai été, j'ai appris à aimer à l'époque le rhum vieux, agricole. Donc j'ai développé une espèce de connaissance, etc. Et effectivement, j'ai des très très bonnes bouteilles de rhum chez moi. Ok. De temps en temps, alors ça devient de plus en plus rare, hein, pour être honnête, mais de temps en temps, j'aime à déguster mon rhum. Mon rhum vieux, 12 ans d'âge, fut unique, tu vois, année 1997, oui. Mais c'est un plaisir avec une part de toxicité pour le foie. Mais le fait de faire ça une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois ne va pas, moi, me replonger dans une addiction. Donc, ce que je m'applique à moi dans ce cas-là, ce que je dis là, je ne vais jamais le conseiller à quelqu'un qui a eu un problème d'addiction avec l'alcool, parce que dans ce cas-là, la personne va toujours replonger dans son addiction. Il suffit, c'est un Ouais, trigger. ouais, Voilà. Et donc, c'est important. J'insiste sur ce fait de la temporalité. J'en avais discuté avec Jean-Christophe Ordonneau une fois, et il me semble que le régime carnivore, dans bien souvent des cas, aide les gens à aller mieux. Il y a énormément de symptômes qui disparaissent, etc. Donc, dès lors que les gens voient l'état dans lequel ils peuvent se transformer en mieux, mm, il y a une espèce d'enthousiasme émotionnel qui fait que les gens plongent tout de suite dans cette façon de se nourrir et brûlent les étapes. Moi, je donne toujours, et c'est ce que je t'avais conseillé, une transition entre 6 et 8 semaines pour que le corps prenne le temps de s'adapter. Chez certaines personnes, ça peut être plus rapide, sans dommage. Ok, fine. Chez beaucoup de gens, c'est 6 à 8 semaines, c'est minimum. C'est ouais, pour ça qu'on dit, on parle de 3 mois quand on parle d'un régime carnivore pour essayer. Parce que cette transition-là, elle est très importante pour que le corps s'habitue et qu'il n'y ait pas de problème. Et très souvent, moi, j'ai arrêté un petit peu de parler de manière trop convaincante, parce que je me suis confronté à des gens qui étaient, pas confrontés, mais j'ai constaté que beaucoup de gens me croyaient, disaient, waouh, c'est vrai, c'est logique, c'est ci, c'est ça. Et j'ai beau leur envoyer cette transition de 6 à 8 semaines, mais ils la zappent. Donc, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, ils sont déjà sur un carnivore strict, full viande, malgré mes recommandations, malgré mes mises en garde sur le fait de ne pas faire ça. ouais, Donc il y a cet enthousiasme, si tu veux, émotionnel, qui pousse les gens à aller beaucoup trop vite. Et forcément, au bout de 3 semaines, un mois, il y a des problèmes. Soit problème gastrique, soit des problèmes de fatigue intense parce que la personne, bah, elle a enlevé les glucides, elle les a coupés d'un coup, ouais, mais elle n'a pas augmenté les lipides. Donc du coup, elle a zéro énergie en apport, puisque pas de glucides, pas de lipides. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie qui rentre. ouais, Les protéines qui donnent de l'énergie. Donc la personne, elle est à l'ouest. Je ouais. suis fatigué, j'ai mal à la tête, je comprends pas, je dors plus. Ah, mais oui. Je pense que c'est pour ça que la plupart des gens, ils doivent lâcher. Donc et oui, et donc moi je me suis confronté à ça où des gens sont très enthousiastes, sont très positifs au départ, et finalement au bout de 3 semaines, un mois, grosso modo, les gens vont me dire oui, finalement j'ai fait un rétropédalage, j'ai arrêté parce que
c'était trop dur, mentalement je me sentais pas bien, etc. Ah, le temps d'adaptation, il est important. C'est vrai que moi, le temps de mon adaptation, j'ai senti une grosse baisse d'énergie, mais ça, je le savais. Je m'étais préparé. Et je pense qu'au bout de 15 jours, j'ai eu les sensations qui commençaient à revenir progressivement, hein. Et c'est vrai qu'après, au bout de 3 mois, c'est incomparable. Et là, t'as plus Donc envie de revenir en arrière. il y a une adaptation qui est Ouais. physiologique. Là, on parle des 6, 8 semaines, voire peut-être même 12 semaines chez certaines personnes. Mhm. Et après, il y a aussi une adaptation psychologique Ouais. qui débouche, elle, sur une troisième adaptation, qui est l'adaptation, pardon, sociale. Qui est ce que tu disais, c'est d'aller n'importe où, de regarder les petits fours, les trucs, les pâtisseries, et Ouais. d'être neutre et de dire, bah, que ça, je sais que mon corps n'en a pas besoin, et à cet instant T, non merci. Non, Voilà. merci, voilà. Ouais. Et ça, c'est assez compliqué euh, d'intégrer. Donc moi, je conseille maintenant aussi beaucoup aux gens, avant de travailler avec moi, de passer par peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut, d'apprentissage comme ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as regardé toutes les vidéos de Sequoia Santé, tu as regardé tous les podcasts de Ulrich Génisson, Mhm. Eat Fat to be Free, c'est le nom de sa chaîne. Ouais. Et après, pour ceux qui parlent anglais, d'aller dans la sphère aussi anglophone, chercher du contenu, lire des livres. C'est-à-dire que, parce qu'une fois que vous faites cette transition-là vers un régime carnivore, on dit régime carnivore, on vulgarise un peu le terme, mais en réalité, c'est un mode de vie. Ça n'est ni un régime, Ouais. C'est c'est une ça. forme de nutrition, ok. Mais au-delà de ça, c'est un mode de vie. Ouais. C'est un mode de vie. On a parlé beaucoup de perte de poids. Mais très souvent, la perte de poids, elle vient en conséquence de cette nutrition. Les premiers bénéfices de cette nutrition, c'est la disparition de douleurs et de symptômes Ouais. chroniques, dans la plupart des cas. Le Euh, sommeil qui et donc, s'améliore. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, sur tous les plans, toutes les faiblesses qu'on avait avant. C'est impressionnant, hein. Je peux même dire un truc encore. J'avais une tendinite que j'ai traînée, je dirais même chronique. Même mon médecin traitant, il me dit, ça se trouve, elle partira plus jamais. Donc j'avais fait de la kiné sur 15 jours ou un mois, et ça partait pas, quoi, en fait. Donc je m'étais acheté ce petit haltère qui m'avait pour refaire les exercices du kiné, et ça passait pas, ça revient. Mais c'est pas gênant au point de me dire, faut que je fasse quelque chose. Je me dis, tant pis, c'est là, puis des fois ça part, des fois ça revient. Et c'est vrai que par hasard, en 2023, je me dis, mais et j'en parlais comme ça, hein, j'étais devant des amis, puis et je dis, la douleur au coude, j'ai plus de douleur. Et hmm. depuis combien de temps? Je savais même pas, je m'en suis pas rendu compte. Donc sur les périodes de 3 mois, eh ben, ça améliorait des choses. Et là, je peux te dire que le coude, est parti. Et dès que tu te remets à mal manger, bah, tu as ces petites sensations de gêne qui reviennent. Et alors, il y a certainement une anomalie, hein, là-dedans. Mais je sais pas. C'est bizarre, hein, quand même, comme sensation. Et l'autre jour, tu m'as parlé d'une expérience que tu as eue, je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, euh, c'est que tu es allé faire une marche longue un Ouais, dimanche avec une personne avec qui tu faisais auparavant ce type d'activité, c'est-à-dire des trails, des choses d'endurance, lui continue à faire ça, continue à être dans un régime plutôt glucidique, ouais, et tu as été très surpris de voir que toi, avec ton alimentation riche en graisse de type animal, tu es allé donc faire cette randonnée, et en fait, tu avais l'impression d'avoir une énergie illimitée, ouais. et même de ne pas être fatigué par rapport à lui, alors que lui était Ouais, avec un apport de... on venait de faire une pause, on avait mangé en milieu de parcours. Et puis lui en marche, lui il fait que ça, hein. Lui en marche, je le tiens même pas pour rigoler, hein. Alors quand ça monte un peu, et souvent il m'attend parce qu'il se rend pas compte de la vitesse. Il est grand comme moi, si tu veux, mais il est tellement habitué à marcher que des fois il se rend pas compte quand il discute que je suis déjà à 6 mètres derrière, quoi.
Et puis on a mangé et puis je sais pas 40 ou 45 minutes après, bizarrement on finit le parcours et puis il y a de la montée. Et je me rends compte qu'à un moment donné, bah tiens, il est à côté de moi et puis à un moment donné, il me laisse même passer devant quoi. Et je dis tiens, c'est étrange quoi. Et puis je dis tiens, je vais tenir l'allure là jusqu'en haut. Bon lui, je l'ai pas largué ou quoi, hein, il était derrière moi. Et quand on refait les autres balades et tout, il est toujours devant moi. Et ce qui est bizarre, sur la fin de randonnée, bah, je me retrouve côte à côte avec lui, quoi. Donc, je me Alors dis, que toi, moi, je pense que j'ai pas de baisse d'énergie sur la durée, quoi, en fait. J'ai j'ai une énergie constante, on va dire, que je mange ou sans pas. sans pour autant t'entraîner spécifiquement pour ce type Ah d'activité. non, je m'entraîne pas du tout. Ouais, je m'entraîne pas du tout. J'ai aucune limite. On a marché ce dimanche 29 bornes. On avait prévu entre 15 et 20. Donc le parcours il s'est vachement rallongé, fallait rentrer. Du coup on a fini avec 29 kilomètres. C'est passé, pas de problème. Mais du coup, quand tu vas marcher de cette façon-là, comment tu manges? Tu prends un petit déjeuner ou tu pars à jeun Ah et non, je tu pars fais à ton... jeun. Ouais, je pars Tu à fais jeun. le quoi, là? Alors moi si c'était moi, je mangerais même pas. Mais bon, comme lui Ok. il me dit bon on se fait un truc à manger et tout ça, on fait une pause. Ok, pas de problème. Moi je prends un peu de comté, des œufs pochés et puis trois œufs, trois quatre œufs et puis la dernière fois j'avais mangé même j'avais pris deux steaks hachés de la veille et puis on avait fait une belle, puis c'était une journée bien ensoleillée, on avait fait une pause sur un sommet, belle vue et tout et on a vraiment pris la pause tranquille et là c'était franchement super bien passé. Même pas de ballonnement, même pas de coup de fatigue, une énergie mais impressionnant. Même moi j'ai été impressionné, hein. Aucune perte. Ok. Je me demande même si j'ai pas eu plus d'énergie après sur la fin de. Je sais pas. C'est Ouais. bizarre, étrange, hein. Je vais pas poser la question au pote, mais j'aurais dû peut-être lui demander s'il a ressenti un coup de fatigue ou peut-être que lui il était constant et c'est moi qui ai eu plus d'énergie. Je sais pas. Je sais pas dire. Ça, ce sont des efforts qui durent combien de temps à peu près en termes d'heures? Ah, sur les 29, on a marché au moins 6 heures, mais autrement, quand on fait des sorties, c'est 3-4 heures. 4 heures, ouais. Ok. 4 heures de marche, ouais, c'est correct. En dessous de 3 heures, c'est même pas. C'est trop light. Mais 4 heures de marche, ouais, c'est plaisant. Donc 4 heures. 4 heures d'effort, d'endurance constant, une marche avec du dénivelé, etc. Et t'as pas de fringales, de coups de fatigue. Non, aucune. Ok. Non, aucune. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, même lorsqu'ils commencent d'ailleurs l'alimentation carnivore, qui sont encore dans cette crainte de ne pas avoir assez d'énergie Ouais, lors des efforts physiques. ouais, j'avais aussi cette sensation-là avant. C'est vrai que quand quand j'ai marché cette année, et j'avais toujours tendance à vouloir prendre un truc, et après je me suis dit, mais 3-4 heures, ça sert à rien. Et puis, comme je suis passé en un seul repas par jour, je me dis, on mangera après, on verra, hein. Si je suis fatigué, on finira quand même. Et puis, mais non, j'ai jamais eu de coup de fatigue. Et je te dis, je mange pendant la balade, c'est pour faire plaisir aux potes, pour dire, pas être saoulant et dire, oh non, on fait tout d'une traite ou quoi, parce que j'ai même pas la sensation et l'envie de manger. Est-ce que ça te dérange? Moi, c'est mon cas. Tu vois, je te pose la question, c'est Ouais, intéressant, je sais pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai fait donc de la course à pied, du triathlon, et aujourd'hui, c'est complètement inversé, mais à l'époque, psychologiquement, je ne pouvais pas. J'avais peur d'aller m'entraîner quand j'avais des séances difficiles si je n'avais pas mangé du riz, des pâtes, et si j'avais pas le temps de digérer un plat de pâtes, je me prenais soit du miel, soit enfin voilà, des apports, on va dire, de sucre rapide pour me dire, il faut absolument ça parce que sinon je passerai pas la séance. Aujourd'hui, c'est absolument l'inverse, c'est-à-dire que ouais. si je mange, s'il m'arrive de manger avant une séance, ben en fait, je fais pas la séance parce que je me dis, je suis en train de digérer, c'est dur. Ouais. C'est-à-dire que je préfère aujourd'hui m'entraîner à jeun, Ah oui, c'est bien mieux, hein. Ouais. quel que ce soit de la muscu, de la lutte ou autre chose, que de manger en fait avant. Bah moi, C'est-à-dire que c'est le exactement ça. logiciel, c'est complètement inversé. Ouais, C'est pareil pour toi? ouais, 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 c'est ça.
Moi, quand je bosse de l'après-midi, je pars bosser, je pars de chez moi, il est 12h30 environ ou 13h. Et ben, la séance de muscu, je la fais très tôt le matin. Comme ça, je sais que je rentre pour 10h, 10h30 à la maison, je me prépare à manger et je vais manger tranquillement jusqu'à midi. Et comme ça, j'aurai pas de ballonnement ou quoi. Et franchement, les journées, elles passent très bien. La séance à jeun, de muscu le matin, aucune. Et au contraire, justement, si je faisais le contraire, que je mangeais à 8h, je pourrais pas m'entraîner à 10h, par exemple. Ou à 10h30, je serais pas en forme. Parce que j'aurais mangé et tout ça, je préfère digérer, quoi. Il me faut quand même au moins 2 bonnes heures de digestion avant de. Ouais, elle est importante quand même, la digestion. Parce qu'apporter Et un ça repas, prend beaucoup d'énergie, hein. La digestion prend de l'énergie, ouais, donc prendre l'énergie, ouais. t'entraîner avec une partie de ton énergie qui est disposée à la digestion. Ouais. Pas au point de vouloir faire une sieste, mais faire une séance, elle serait pas productive, la séance. Alors qu'à jeun, je suis en pleine énergie. Donc, En sachant que tu travailles en musculation, je le dis entre parenthèses, tu y vas à jeun et tu travailles quand même sur des séries. Je t'ai fait faire un programme sur des séries à ouais, l'échec. voilà, c'est Donc, ça. relativement lourd sur du 8, des fois 10 répétitions, ça dépend des mouvements, Ouais, mais toujours à l'échec. toujours à l'échec, ouais. Ouais, ouais. Et l'énergie, elle est là, hein. Elle dure sur la séance, aucune faiblesse, hein. Aucune faiblesse sur 1 heure et quart de séance, très très bien. Donc du coup, à jeun, pareil, quand je bosse du matin, donc je mange normalement quand je rentre du boulot sur les coups de 15h. Et là, je fais ma séance de musculation à 15h et je rentre chez moi, il est 16h30. Et puis à 16h30, je commence à me faire à manger. Je mange aux alentours de 17h30, 18h. Et nickel. Ok. Et je pourrais pas faire le contraire. Me dire manger tout de suite à 15h et aller à 18h à la séance du soir. Ouais, j'avais songé et c'est franchement pas. C'est gênant. C'est mieux de faire sa séance à jeun. Ok. Ouais. C'est mieux. Euh, on arrive un petit peu à la fin de ce retour d'expérience. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui était un peu dans ton cas, c'est-à-dire, on va prendre un petit peu un profil typique de quelqu'un qui bosse, qui est un peu en surpoids, qui se bagarre, comme tu l'as dit, avec des prises, des reprises, des pertes, des reprises, et qui se dit, bah tiens, comme la plupart des gens, je vais me mettre à courir, etc. Euh, et c'est toi qui es passé par là, quelles seraient les choses les plus importantes pour quelqu'un, un profil similaire au tien, pour aller vers un mieux, qu'est-ce que tu retires de ton expérience? Bah, déjà, c'est de voir s'il a eu les mêmes soucis que moi de faire le yo-yo, ben d'adopter une alimentation et de rester régulier. Sur un temps effectif, je sais pas, tu peux tourner autour d'1 an, 2 ans, et puis après peut-être qu'il y aura des améliorations et pourra inclure comme toi peut-être une pâtisserie ou des petites choses pour éviter des frustrations ou des choses comme ça. Mais je pense qu'au départ, il faut quand même faut rester sur ses bases, hein. Pour vraiment Mm. observer une pleine énergie, il faut au moins 3 mois, je dirais sans écart. Et le constat, il se fera au bout de 3 mois. Il n'y a aucune inquiétude, hein. Et après, bon ben, faut adapter, quoi, hein. Moi, je sais que Mm. quand je fais un écart, après, je repars, euh, je repars pour 2, 3 mois avant de revenir. Donc, si les gens, ils sont dans mon cas, alors il faut qu'ils soient un peu plus sérieux, quoi, hein, qu'ils restent sur une bonne période. Moi, je pars sur 1 an. Je me dis, si en novembre de cette année, j'ai pas fait un écart, je serais pas surpris parce que c'est mon objectif. Et j'aimerais bien après en novembre tout mesurer. Tu vois ce qu'on a fait depuis le début de l'année au niveau musculation, de reprendre les exercices du départ et de me dire ah tiens je faisais tant de séries à tel poids et de me dire en 10 mois ce que j'ai gagné et puis
même visuellement, devant un miroir, ce que j'ai pu observer de ma perte de gras, et puis tu vois, des côtes qui apparaissent, des os qui ressortent, et de voir un peu comment le corps enfin comment le corps il s'est adapté à ça, parce qu'on est tous différents, on a tous une génétique différente, et je suis curieux bien de sûr. savoir comment mon corps lui va réagir à 1 an de musculation, par exemple, sachant que je suis longiligne et que j'ai et des origines de tel type. Peut-être qu'il acceptera pas de développer de masse musculaire aussi. Moi, je pense qu'il va l'adapter quand même. À quel niveau, je sais pas. C'est inconnu pour Après, n'importe qui. on a tous une limite physiologique naturelle, génétique, mais le travail et l'entraînement régulier fait que tu peux aller jusqu'à cette limite. Après, il y a l'entretien, il y Voilà. a plein de choses, mais euh, je pense il faut pas, quand on parle de musculation, il faut éviter de tomber dans l'écueil de certains influenceurs actuels, fitness ou autres, qui, pour la plupart, prennent beaucoup de produits. Ah oui. Ouais. Donc, je pense qu'il faut l'image de la muscu, elle est souvent attachée à ça, au bodybuilding, ou aux influenceurs fitness aujourd'hui sur Instagram. Mais je pense qu'il faut sortir de ça, travailler, comme tu l'as dit. Je pense que le mot-clé que tu as sous-entendu, c'est la constance, et travailler et développer un certain nombre de... que le corps il soit fonctionnel. Voilà. Avoir une esthétique, c'est une chose. Si tu as une esthétique qui n'est pas fonctionnelle, ou que malgré l'esthétique, les douleurs persistent, bon, est-ce que tu as vraiment gagné quelque chose? Peut-être Ouais. pour avoir des rendez-vous avec des personnes que tu courtises, pourquoi pas, mais sinon, non. Ouais. L'activité, le mouvement, il est là pour augmenter ou préserver ta santé. C'est ça. Ouais. Euh, Ouais, je suis d'accord. donc à partir de là, tu parlais de mobilité tout à l'heure. Pareil, la mobilité, la posture du corps sont des choses très importantes. C'est sûr que quelqu'un qui reste assis toute la journée avec les épaules en avant et les mains comme ça, à tapoter, bon, à force, au bout d'un certain nombre d'années, il y aura forcément des problèmes de cervical, euh, tu vois. Ouais. Ouais, c'est juste. Donc, donc l'aspect sportif ou activité physique, il doit être entendu dans ce sens. Dans ce sens de redonner au mouvement, au corps, sa capacité au mouvement, de redonner au corps sa masse musculaire naturelle, d'où l'intérêt d'aller vers ton maximum physiologique, Ouais. et puis après de produire toutes les hormones qui sont liées à l'activité physique. Voilà. Ouais. C'est ça. Euh, sur le plan, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu aimerais, avec quoi tu aimerais conclure sur le plan humain? Est-ce que cette forme de nutrition, on parle de nutrition ou du style de vie carnivore, qu'est-ce que ça t'a, depuis maintenant quoi, novembre, donc ça fait ouais, 7 mois, Ouais, c'est bon. après 7-8 mois, qu'est-ce que ça t'a amené euh, de manière générale? Au-delà du sport, au-delà de la perte de poids, au-delà de... sur un plan peut-être plus, je sais pas, mental ou... Ouais, j'ai une meilleure concentration, hein. J'ai remarqué quand même. Ouais, je peux me mettre à lire un bouquin sans m'endormir au bout de 10 minutes, ce que je pouvais pas faire avant. C'était impossible de me concentrer. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un problème de concentration. Là, tu vas lire, tu tournes la page, et puis après tu te dis, mais j'ai lu quoi? Donc tu reviens en arrière et j'ai plus ça. Là, quand je me mets maintenant à lire un truc, je vais vraiment au bout des choses. Donc ça, j'ai une amélioration au niveau de la concentration, et puis je suis beaucoup plus calme qu'avant. Avant, je démarrais, tu vois, ici dans notre région, sur la frontière, il y a énormément de circulation sur la route.
Et on a souvent, c'est souvent des bouchons, des trucs comme ça. Et il y a plein de choses qui agacent sur la route. Et tu vois, des fois, dès qu'on rentre, on est tout de suite, on sent qu'on est tendu, quoi. Et même quand on va prendre Mhm. le volant, on n'a pas envie. Et là, aujourd'hui, je suis vachement plus calme et je suis beaucoup plus détendu, Ok. quoi. C'est ça, je sens que sur l'humeur, ça a beaucoup joué. Donc, Au travail, tu retrouves ça au travail aussi ou pas? même dans le travail, je suis plus calme, ouais, plus posé et tout ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est des retours qui t'ont été faits ou c'est toi qui l'analyses? Non, c'est moi qui l'analyse plus comme ça. Ok. Avant, je me mettais un peu plus dans le stress plus facilement, alors que si tu penses bien ton truc tout de suite, tu t'embêtes moins. Même pour tous les jours, tu abordes le problème différemment. Enfin, la situation, tu l'abordes différemment, ça devient même pas un problème. Tu peux préciser ça dans quel sens tu l'abordes différemment? Sur plein de choses, moi, je vais anticiper. Maintenant, je peux voir longtemps à l'avance. Tu vois, par exemple, je sais pas. Si je veux acheter quelque chose ou si je prévois, je sais mieux mesurer les choses. J'ai moins de trucs de dire, tiens, ça, j'avais pas prévu. Ah, zut. Ah, maintenant, je suis parti là-dessus. Comment je fais? Donc, plein de choses comme ça. Tout s'aborde comme ça, comme maintenant. Toi, Ok. comme par exemple, dans mon alimentation, je sais que maintenant, il n'y a pas d'écart à faire. Je pars sur une durée, mais j'ai pas telle date précise pour dire, je vais pouvoir remanger. Je m'en fous. Là, je me dis, je sais Hmm. que je vais être comme ça et j'aurai pas de problème. Et c'est vrai, ça fonctionne. Là, les séances de muscu qu'on a abordées ensemble, pour l'instant, c'est bien. Combien de temps ça va durer? Pour l'instant, je me fixe pas de limite parce que ça fonctionne bien. Donc ça, je cherche pas le problème dans un truc qui va bien. Là, tu te dis, est-ce que demain je vais pas me blesser ou des choses comme ça? Pour l'instant, tout va bien. Je vois pas pourquoi je vais me blesser. Donc j'anticipe rien du tout là-dessus. En fait, ce qui est intéressant avec l'alimentation qui est adaptée, et ça c'est mon point de vue personnel, à notre espèce, c'est que d'un côté, elle remet la physiologie ou la biologie, la physiologie, etc., en ordre, donc disparition des symptômes, les gens reviennent à un poids normal, sont capables de même prendre un peu de masse musculaire si toutefois à côté ils s'entraînent un peu, l'activité physique. Donc il y a une remise en ordre de l'aspect corporel, on va dire, et il y a aussi une remise en corps, le cerveau étant dans le corps, donc je sépare volontairement, mais le cerveau fonctionne beaucoup mieux, Ouais, et donc il y a aussi une remise en ordre de la perception qu'on a du monde, c'est et ça. donc de l'aspect mental. Et, et c'est ça qui est le plus toujours surprenant positivement avec ce régime carnivore, c'est que tu as un alignement. Tu sais, on parle souvent dans le développement personnel de mettre en phase le corps et l'esprit, etc. Ouais. Bon, et en fait, avec le régime carnivore, je vois, moi, pour les gens qui l'ont adopté, qu'il y a cet alignement corps-esprit qui se Mhm. fait sans forcer, sans même aucune même recherche. En fait, il y a des gens qui sont même pas dans cette recherche-là, mais qui vont témoigner de cet alignement entre un corps qui va bien, pas de problème, j'ai plus de problème, et un esprit qui va bien, j'ai plus de problème, Ouais, c'est j'ai ça. moins de stress. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment partager, je pense, au-delà du fait qu'on perd du poids rapidement, etc. Mais c'est surtout cet aspect holistique de, de, de la santé qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, parce que ça te permet au moins je sais pas si on peut parler du taux de cortisol, mais bon, le fait de s'énerver, tu vois, de se mettre dans le stress pour rien, pour un oui et pour un non, ça aide pas après le soir à te mettre au calme pour aller faire un meilleur sommeil, récupérer, puis pouvoir aligner une journée le lendemain plus productive. C'est pas possible. T'es toujours en train
de régresser, régresser, et puis ça qui est compliqué, alors que là, j'ai un meilleur sommeil, je suis bien, et puis le lendemain, je suis productif, donc ça m'aide. Donc je suis mieux dans ma tête, j'anticipe les choses, je suis jamais à contretemps et je devance toujours les choses, j'ai l'impression. Toi, tu te mets pas dans le rouge. Donc et les choses là, après c'est facile de prévoir les choses. Après c'est tout simple. Moi, je pense que en fait c'est tout est simple en fait. Si tu prends bien les choses, t'évites t'évites les problèmes. Hein. T'évites facilement les problèmes. Là, en ce moment, on parle beaucoup en économie de la dette. Par exemple, la dette de la France, qui est monumentale. Et effectivement, cette idée que, à un moment donné, quand on fait des choses, on peut arriver à se mettre en dette. Et tu disais, on n'est jamais dans le rouge. Quand on est en dette, on est plus que dans le rouge. Et en fait, une fois, une personne m'avait dit, l'homme riche, c'est celui qui n'a pas de dette. Et c'est quelque chose que j'avais gardé. J'étais assez jeune quand la personne m'avait dit ça. Et je trouve que ce régime-là, justement, ne te met pas en dette. Tu vois. C'est-à-dire que tu es toujours un peu en avance. Comme tu disais tout à l'heure, tu es devant. Et t'es jamais en arrière ou en retard ou en train d'essayer de récupérer quelque chose. Tiens, j'ai mangé quelque chose de toxique, j'ai mal au ventre, faut que je récupère, ou j'ai une migraine, mais ça va durer 4 heures, 6 heures, 24 heures, et je vais être obligé de prendre un médicament. Donc il y a ce processus d'endettement Ouais. physiologique qui s'installe. Et- Mais donc c'est une image qui me parle en tout cas, et que tu soulèves, où effectivement cette alimentation-là, ouais, ton compte il est toujours plein en fait. Puis c'est et puis c'est top aussi, hein. C'est pratique de manger qu'une fois dans la journée, hein. Pour moi, c'est bénéfique, hein. Je pars au travail, j'ai même pas besoin de me préparer un casse-croûte ou quoi que ce soit. J'ai mangé avant. Ou alors je mange après si je bosse du matin. Donc c'est un gain Est-ce que, de est-ce que temps. cet, est-ce que cet aspect-là, cette reconnexion au corps qui fonctionne, ça t'amène aussi plus profondément un sentiment de confiance en toi-même, Ah oui, plus ouais, abstrait. clairement. Oui, parce que tu te connais. Hein. T'apprends aussi à te connaître. Là, franchement, je suis surpris chaque jour. Tu vois, je te parlais, j'ai fait 29 kilomètres il y a quelques jours là, tranquille quoi. Pas de soucis, pas eu de bobo. Tu vois, bon, sur les 29 kilomètres, t'as quand même une petite gêne sur le genou, mais pas une douleur. Tu te dis, waouh, demain, ouh, pas bon du tout. Le lendemain, tu te lèves, ça va bien. Tu vois, des fois, une séance de musculation, tu positionnes mal ton épaule ou quoi, tu te dis, ouh, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, la petite tension là, je la sens mal, ça va durer des mois et des mois, je vais partir sur un mauvais film, mais pourtant tout allait bien, ça fait 5 mois qu'on faisait de la muscu, tout fonctionnait bien. Et voilà, la blessure, elle arrive, ce qui va tout foutre en l'air, et puis l'angoisse qui arrive, tu te dis, bon bah, si maintenant j'ai 2 mois d'arrêt, qu'est-ce que je fais? Bah, j'allais me manger une tarte au fromage, et puis ça va régler les soucis, et puis c'est fini, quoi. Et non. Non, non, tout va bien, et puis le lendemain, tu te réveilles, bah, bon, pas de bobo, et voilà, le corps, en fait, tout fonctionne dans le corps. Tu vois, j'ai vraiment la sensation de me régénérer après une bonne nuit de sommeil. Alors qu'avant, j'avais pas l'impression j'avais pas cette sensation. Tu sais, tu te lèves, t'es fatigué, alors que là, j'ai du mal même à être éveillé. Tu vois, avant, le réveil, il sonnait, j'étais tout de suite dans l'action. Alors que là, il me faut au moins 5 minutes, tu sais, pour être vraiment bien réveillé. Tu vois, tu te lèves, ouais, je mets au moins un quart d'heure pour être, tu sais, pour être à mon niveau, quoi. Alors qu'avant, le réveil, il sonnait, je me mettais debout, j'étais déjà à 100%. En fait, j'étais même pas dans la phase de sommeil ou quoi. J'étais pas enfin, j'avais jamais eu la sensation d'atteindre, je sais pas, ces sensations de repos, de sommeil. J'avais jamais trop compris quoi. Sérénité. Sérénité, voilà. Alors que là, maintenant, le matin, je sais qu'il me faut au moins 10 minutes
pour me mettre bien, quoi. Tu vois, autrement, tu oublies des choses, t'es pas bien réveillé parce que, ouais, il faut sortir de ça. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Oui, ton corps il est plus dans un mode de stress permanent, mais il a ses phases de repos Alors, et ses phases d'activité. ça, je le constate depuis quelques mois. Ouais. Ouais. Ouais, que le matin, ça se passe pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut quelques minutes, le temps de se réveiller, de se mettre bien. En plus, tu démarres doucement, hein, t'es pas stressé, t'es vachement bien. Maintenant, je vais voir dans le temps comment si j'espère que ça va être de mieux en mieux encore, hein, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir un sommeil réparateur, vraiment. Ok. Bah, écoute, Mustapha, je crois qu'on arrive à la fin Ouais, de ce retour. Euh, on a couvert à peu près tous les sujets. Je te remercie infiniment pour avoir pris le temps de partager ton expérience. Je pense que ça sera très inspirant et ça apportera surtout, je l'espère, beaucoup de pistes de réflexion ou de solutions à des gens qui sont comme toi dans un processus de transition ou qui souhaiteraient euh, passer par ce processus-là. Voilà, donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette interview, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous la chaîne. Et merci Mustapha. merci à toi, Clément. Nous, on continue bien entendu à se, se parler. Et je souhaite à tout le monde une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Prenez soin de vous. On n'a qu'une seule vie et la vie est très courte. Donc, la santé étant la chose ayant la plus de valeur. Donc, prenez-en soin et, et voilà, profitez tout simplement. Merci et à bientôt. Merci à toi, Au Clément. À revoir. bientôt. Ciao, ciao.